Monsieur Joshua Van, ça fait un moment que ce garçon sans peur fait partie du futur de l'UFC, le futur du MMA tout simplement. Numéro 14 du classement flyweight dans une catégorie qui a bien besoin de 109. Et là, il confirme combat après combat. Et la bonne nouvelle, Rusty, c'est que vainqueur à l'UFC 316, il est déjà prêt pour la suite. Il a dit qu'il allait bientôt avoir des news quant à son prochain combat. On adore pour quelqu'un qui est particulièrement actif, puisque déjà 2 combats pour lui en 2025. Est-ce qu'on peut commencer à dire potentiel champion? Il est déjà trop tôt. Il est peut-être trop tôt, mais en tout cas, purée, regardez les combats de Joshua Van. Il n'a que 23 ans. Et c'est une folie à quel point il est chaud. Et t'as l'impression, quand tu le vois combattre, qu'il voit le temps au ralenti. Et il n'y en a pas beaucoup des combattants qui donnent cette impression-là. Mais alors lui, voilà, mini McGregor et plus si affinité, quoi. Et surtout que l'UFC n'a pas été tendre du tout, j'ai trouvé, avec lui, parce que vrai prospect, mais quand on dit vrai prospect, il n'a pas eu la route à la Sean O'Malley ou avant Petroyan, c'était tranquille. Avant même, il a déjà mérité largement son entrée dans le top 15. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Voilà, donc Joshua Van, les gars, quand vous regardez un petit peu qui il a affronté, l'UFC lui a mis bourbier sur bourbier sur bourbier. C'est ce qui fait en fait qu'on peut peut-être déjà commencer un peu à s'enflammer. Ouais, en fait, c'est ça. Et alors, oui, il a déjà une défaite par KO contre Charles Johnson, et c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2024. Mais déjà, le combat était magnifique, et Charles Johnson, c'est un très très bon, et c'est un vétéran. Et même si le KO, c'est un vrai KO, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas un coup de chance ni quoi que ce soit. C'est le genre de combat qu'il a fait contre ce gars-là avant qu'il prenne le KO qui fait que tu en sors grandi de toute façon. Et sinon, avant ça, il n'a affronté effectivement que des gars qui étaient des tueurs, que des gars qui étaient soit des tueurs, soit des vétérans. Ça fait déjà 9 combats qu'il est à l'UFC. Et à 23 ans, c'est une activité. En plus, on le dit à chaque fois, mais tu sais ce qui fait que Conor McGregor. Et la raison pour laquelle ça fait 2 fois qu'on le cite déjà, c'est que là où il fait sa magie, Joshua Van, c'est debout, et notamment en contre, avec des contres qui sont d'un timing, d'une précision et d'une fluidité, c'est hallucinant. De toute façon, là, dans son dernier combat, il a contre Bruno da Silva, premier round, il a mis 3 knockdowns. Et le reste du combat, c'était pareil, c'était une démonstration, et il l'a terminé au 3e, parce que le mec n'en pouvait plus, en fait, de se faire matraquer à répétition. Et il a une activité en plus en termes de combat, il n'arrête pas, qui fait que pour un gars qui a ce style-là, un peu à la McGregor, c'est-à-dire qu'il met une énorme pression et il veut que donc tu fasses le premier pas et il te contre ensuite parce que lui dans la matrice et toi non. Et c'est pour ça que s'il continue à avoir cette activité-là, on risque d'avoir encore des démonstrations et encore des très beaux combats. Et il a affronté des mecs de tous les backgrounds, il a affronté beaucoup de strikers, mais il a affronté aussi des mecs qui étaient bons en lutte. Donc, le fait qu'il soit, un, aussi jeune, deux, aussi, tu vois, c'est pas un chien fou, quoi. Il est jeune, mais il est déjà très méthodique, il est calme dans les tempêtes, il est calme quand il y a du chaos, et qu'il ait un jeu qui soit aussi perfectionné déjà debout à cet âge-là. Alors oui, c'est une catégorie, les flyweight, où les mecs sont ultra techniques, mais à cet âge-là, qu'il soit aussi perfectionné techniquement debout, et aussi, même pour les phases de transition, de lutte, le clinch et au sol, c'est pas non plus, enfin, c'est pas un naze. Eh ben, je ne sais pas s'il a le calibre champion, mais je ne dis pas qu'il l'a pas, hein, c'est pas pour toi, je dis juste, je ne sais pas, mais en tout cas, il a un talent de malade mental et son histoire personnelle fait que, à mon avis, c'est un besogneux travailleur de malade. Donc, on va voir, mais en tout cas, purée, retenez bien ce nom. Remember the name, comme Monsieur Belal Mohamed. Donc Bruno Silva, sachant que c'était pas n'importe qui non plus, hein. Donc voilà, 12e au classement flyweight. Quand il y aura la mise à jour des classements, il va selon toute vraisemblance monter. Et c'est vrai que là, les choses deviendraient particulièrement intéressantes, parce que quand on regarde un peu le classement, toi, je sais pas qui est-ce que t'aimerais le voir affronter, tout simplement.
Bon alors là, de toute façon, visiblement, il peut donc prendre n'importe qui. Laisse-moi aller sur les UFC rankings, donc. Mais et aussi, ce que je tiens quand même à dire, juste pour le glaze un peu, comme on dirait en français, juste pour le mettre bien, le Excuse-nous, régaler excuse-nous, un peu. excuse-nous. Ouais, non, j'ai pas le temps pour vous, moi. Mais c'est que vraiment, regardez juste tous ces combats en général, mais le dernier, parce que vous allez voir, pour ceux qui kiffent le striking à ce niveau-là de performance, c'est au point où, effectivement, comme on le dit en début de podcast, tu as l'impression que il met la pression pour que toi tu déclenches et que quand tu déclenches, tu as cette sensation qu'il arrête le temps, que pendant que toi t'attaques, donc toi tu es à fond, il garde cette espèce de stoïcisme, il voit, il prend juste la distance qu'il faut pour que tu ne le touches pas, et lui, il a le temps, mais c'est bizarre, vraiment, allez voir, c'est bizarre. Les 3 premiers knockdowns du combat, vous allez voir de quoi on parle, et même le KO en soi, parce que le KO, ça part d'un geste où le mec lui met une attaque en direct. Joshua Van, parce qu'il l'a évidemment vu venir, esquive et passe en dessous pour lui mettre exactement là où il y avait donc l'ouverture créée, un énorme crochet au foie, donc. Et ensuite, ça part de là. Et regardez ces échanges, vous allez voir ce que c'est que quelqu'un qui voit l'avenir, genre un peu comme Senchai, une seconde en avance. Je vous promets, j'en rajoute pas, il a une sérénité qui est vous ne verrez pas ça souvent. Et donc maintenant qu'on a dit ça et qu'on l'a quand même effectivement bien mis bien là comme il faut, on est chez les flyweight. J'étais en train de regarder, la plupart des top flyweight, malheureusement pour nous, sont déjà bookés. Le seul, c'est Brandon Moreno. Sinon, on descend, on met Brandon Royval, il affronte Manel Cap. Oui, je trouve que c'est un peu haut, mais quand je te dis, sinon, ça fait haut. Le problème, c'est que tous les autres, quand on regarde, on a Brandon Royval, il va affronter Manel Cap le 28 juin. Kai Kara France, bon, il a son title shot contre Pantoja le 28 juin. On a Tatsuro Taira qui affronte Amir Albazi le 2 août. Steve Erceg qui affronte le 9 août Alex Perez. Et voilà. Bah après, l'avantage, c'est que là, pour tous ceux qui combattent en fin juin, bon, bah voilà, ça peut être un de ces gars-là. Ah ouais, effectivement. Ouais. Ça peut être peut-être l'un des perdants de ces chocs-là. Ça peut être le perdant de Brandon Royval, Manel Cap. Ça peut être le perdant. Et Almabayev juste affronte Ramazan Temirov le 26 juillet. Le seul truc, c'est que, tu sais, comme il dit, Fight News coming soon, ça veut dire que visiblement, il a des petites infos, le monsieur. Bah ouais. Hein. Non, mais en vrai, je mets une pièce sur ça, sur le fait que c'est soit le perdant du combat entre non, peut-être pas Manel Cap, Brandon Royval, mais entre Tagir Bekov contre effectivement Azat Maxoum, soit peut-être. Perdant d'Amir contre Tatsu. Un peu plus tard. Oh, il est le 2 août. Il est un peu plus tard celui-là. Ouais. Mais ouais, et voilà. Parce qu'on rappelle, il y a de ça 1 an, 2 ans, Steve Erceg, il avait eu le title shot alors qu'il était classé 8ème chez les flyweight. Ouais, c'était beaucoup trop tôt, effectivement. Non, c'est pour ça. Par contre, ne le rushons pas, s'il vous plaît. Joshua Van, ne le rushons pas. Enfin, visiblement, l'UFC, de toute façon, s'en bat la race de le mettre dans des pièges jaloux à répétition. Et aussi, le problème pour l'UFC, c'est qu'il y a un champion qui est vraiment ultra dominant. Parce que c'est un peu dur, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, Pantoja, tu vois, quand on doit parler des mecs qui tabassent salement, mais le gars est en train de détruire tout le monde. Et ce qui est vraiment triste pour lui, je trouve, c'est que tu vois, je pense que dans n'importe quel autre monde, à savoir un qui respecte un peu plus les personnes de moins de 57 kilos, on commencera à parler peut-être d'un super fight contre j'ai oublié son blast, contre Merab Dvalishvili, et là ça fait même pas partie des choses possibles. Bah ouais, non mais effectivement, c'est... Moi j'aimerais bien qu'il monte quand même, effectivement, parce que là... Kaikara France, c'est bien parce que c'est le mec qu'il n'a pas encore affronté, mais sinon, à part ça, c'est vrai que là, vraiment, il aura fait le tour. Et on est déjà en flyweight, et malheureusement, c'est pas une division qui est facile. Là, tu vis des choses dans ce moment. Mais non, mais c'est pas une division qui. Vas-y, mais je suis insupportable. Vas-y, les flyweight, c'est pas une division qui est facile. Vas-y, pardon. En fait, c'est pas une division qui est très très vendeuse, et en plus, si tu fais, tu sais, un deuxième tour, un peu comme GSP qui avait tapé 2 fois les mêmes mecs,
Alors là, ça devient invendable, mais dans les négatifs, quoi. Mais c'est ça le problème de Pantoja, si vous regardez, il a déjà tapé la moitié du top 15, Manel Cap, Brandon Royval, Alex Perez, Brandon Moreno, Brandon Royval encore, Steve Hersek, Kaya Sakura, et là il s'attaque à Kaikara France. Un cauchemar le gars. Bah lui, vraiment, il désinfecte tout. Sakaté, il a tout désinfecté, c'est bon. Mais... Donc c'est pour ça, effectivement, j'espère qu'ils vont pas le rusher trop. Il y avait pas Kyoji Horiguchi qui était censé revenir aussi? Malheureusement, Kyoji Horiguchi s'est blessé. Et ah oui. Il s'est blessé, et question, donc Kyoji Horiguchi, ancien challenger à la ceinture, gros run au Rising, gros run au Bellator également. Il revenait en flyweight ou il revenait en bantamweight? Eh bien, très bonne question. Très très bonne question. Mais je ne sais pas. Mais s'il revenait en flyweight, en tout cas, ça pourrait être un combat intéressant en plus, tu vois. Mais encore une fois, là, je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens parce que donc il s'exploserait un des prospects sur les deux. Alors je sais que c'est plus un prospect du tout, Kyoji Horiguchi, mais ce serait du sang frais pour la ceinture. Et du coup, ce serait deux potentiels mecs pour la ceinture je veux dire, s'il faisait le combat Joshua Van contre Kyoji. Alors, il devait revenir en flyweight, il devait revenir le 21 juin. Le combat a été annulé. Parce que donc Horiguchi est forfait. Est-ce que ce serait pas ça en fait le combat? Et c'est pas ça quand il disait des news puisque tout le monde est booké. Bah voilà, c'est peut-être bien. Faut voir à quel point il est blessé ou pas. Ouais. Mais franchement, moi ça me dérangerait pas, tu vois, parce que bah faut quand même te mettre direct dans le grand bain. Si Kyoji s'impose, bah je suis hypé pour la catégorie parce que bon, tu peux lui peut-être filer le title shot direct après. Et si Joshua Van s'impose, honnêtement, ça me dérangerait pas après une victoire comme ça contre un mec qui a quand même salement prouvé qu'il est le title shot aussi, tu vois. Title shot, oh non, faut pas parce que on l'a mis trop tôt, Steve Herseg, il est parti trop tôt. Ouais, mais Steve Herseg, il avait battu personne. Si tu bats Kyoji, pour moi, tu mérites le title shot. Alors moi aussi, mais j'aimerais bien qu'ils prennent encore un peu d'XP quand même là. Joshua Van, encore, c'est genre minimum de combat. Allez. Laisse-le, s'il te plaît, laisse-le. Allez, je laisse prendre un peu d'XP. Et effectivement, donc, pour finir un petit peu sur Joshua Van, avoir le panorama complet, son histoire est vraiment intéressante en plus parce qu'il vient du Myanmar, anciennement Birmanie, hein, si je ne m'abuse, j'ai été voir ça tout à l'heure. Donc, et en gros, il a quitté. Il est né au Myanmar, c'était en plein dans cette période d'ailleurs qui je crois qui est encore à moitié en train de durer, où c'était la junte militaire qui était au pouvoir, donc pas Jojo. Et donc situation extrêmement instable du pays qui a fait que lorsque Joshua Van avait 10 ans, il est parti avec sa famille en Malaisie, et ensuite à 12 ans, il a quitté la Malaisie pour le Texas, pour Houston, Texas. Et donc depuis ces 12 ans, donc ça ne fait que, entre guillemets, que 10 ans qu'il est parti, qu'il a quitté cet environnement-là, enfin vraiment, où il ne savait même pas, la famille de Joshua Van ne savait même pas ce qu'ils allaient faire. D'ailleurs, ça n'est pas son vrai nom, hein, Joshua Van. Je vais retrouver, mais et donc en fait, ils sont arrivés à Houston, et si vous allez regarder, il y a un de ses derniers posts là, à Joshua Van, où en fait il dit bah moi je suis extrêmement reconnaissant de ce qui se passe et de l'UFC parce que sans le combat, je ne serais même pas censé être là en fait. Je ne sais rien faire. Enfin, il dit ça dans le sens probablement le fait qu'il parle pas encore bien anglais. Je sais pas, ça fait 10 ans peut-être. Joshua Van Bawi Tong. Ouais, mais sauf que quand tu vas sur Wikipédia, je retire ce que je viens de dire sur pas parler anglais, parce qu'effectivement, s'il est aux États-Unis depuis 10 ans, probablement qu'il parle bien anglais. Mais en gros, je vais vous lire son message. Ce sera beaucoup mieux que moi qui bafouille et qui essaie de pas faire de conneries. Voilà, donc il dit, je cite, je vais vous faire une traduction instantanée comme tout le monde adore, hein, bien sûr. On ne vit pas comme un homme de 23 ans est supposé vivre. On a dû abandonner beaucoup d'activités de fun et de jeux et de trucs comme ça, mais j'ai gagné tout ce que je voulais. J'ai tout gagné, j'ai gagné ce que je voulais. Maintenant, je suis dans une position où j'ai la plupart des choses que je voulais. Alors, après ce combat, et donc c'était avant qu'il gagne là contre Bruno Silva, après ce combat, j'achèterai une maison à ma mère, et ça vaut absolument tous les sacrifices que j'ai pu faire. Donc, j'ai la sensation que ça le valait et que le jeu en valait la chandelle, tout ce que j'ai fait. Sans l'UFC et sans cette carrière de combat, je ne serais personne parce que, en réalité, au niveau éducation, je ne suis pas dans une position où je devrais avoir un bon travail ou quoi que ce soit. Donc le combat a véritablement changé ma vie, alors je suis prêt à sacrifier tout le reste. Donc voilà, c'est pour ça, c'est beaucoup mieux. Et par rapport à son nom, prénom, parce que j'ai l'impression que c'était bien ça. Hein. Ah bon? Joshua Van Bawi Tong.
Ouais, c'est ça, mais parce qu'en gros, bon, je pense pas que. Ah ouais, parce que moi je pense que. Alors, voilà ma théorie. On est à la fin du podcast de toute façon. Mais c'est que, bon, je pense pas qu'au Myanmar tu appelles tes enfants Joshua. Donc je pense que ce qui a dû se passer, c'est que lorsqu'ils ont quitté la Malaisie à 12 ans pour arriver aux États-Unis, je pense que peut-être sa famille a dû lui donner un nom plus à consonance plus américaine. Parce que tu vois, sur Wikipédia, il y a marqué Joshua Van et en dessous, né Van Bawi Thang, et donc je pense que son vrai nom prénom c'est Van Bawi Thang, et que quand il est arrivé aux États-Unis, c'est devenu Joshua Van, tu vois, un peu comme Vincent Crochon, Vincent Cassel, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ouais, je vois, j'ai bien compris. Donc voilà, et donc voilà pour Joshua Van. Mais donc ce que je veux dire, c'est histoire de vie vraiment intéressante. Et il y en a pas beaucoup des combattants qui viennent du Myanmar. Il y a évidemment donc ils se connaissent et ils s'entraînent, mais c'est Aung Lansang qui était une des superstars du ONE FC, qui l'est toujours d'ailleurs. Et donc c'est une région du monde de laquelle on ne voit pas beaucoup de combattants de MMA en tout cas. Donc vraiment intéressant. Il a l'air extrêmement sympathique. Il est passé dans les UFC Embedded d'ailleurs, Joshua Van, où on a vu son père aussi et tout ça. Donc que ce soit en termes de son histoire et en termes de son style, parce que on aurait aussi pu le dire dès le début, mais il a un style un peu à la McGregor, il a un style extrêmement tout en timing, en précision et en sublime striking. Tu te fais pas chier quand il combat, hein. C'est à la même manière que McGregor, quand il vient pour faire mal, il vient pour, même s'il a encore quelques décisions, premièrement, à mon avis, plus il va vieillir, plus il va mettre des KO, et en plus de ça, ça n'empêche que même les combats qui vont à la décision, c'est des combats qui sont vraiment, vraiment kiffants quand il. De toute façon, c'est inévitable autrement. C'est un mec qui met la pression et qui veut te verrouiller pour te faire mal. Donc, soit tu lui échappes, mais c'est quasiment impossible, soit tu rentres dans les échanges et là, il y a des cartouches qui passent. Le seul truc qui m'inquiète, c'est plus sur le côté longévité, parce que c'est vrai qu'il combat beaucoup, souvent combat dur. S'il avait pris son KO, il était revenu 3 mois après. Et historiquement, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça avec Rust, on est en mode pourquoi faire ça, sachant que quand vous prenez un KO, normalement c'est quoi? C'est pas 60 jours où t'as pas le droit d'avoir de contact? Théoriquement, ouais. Voilà. Ouais. Oui, visiblement pas du tout. Et donc voilà, c'est juste ça qui me fait un peu flipper parce qu'il n'a que 22 ans, mais vous regardez son CV, il est quand même bien fourni. Et là, le plus dur commence vraiment pour lui. Donc c'est là où j'ai un petit peu peur. En fait, c'est ce qui est paradoxal, c'est que moi aussi, hein, très clairement moi aussi, parce que son style fait que c'est lui qui recherche les échanges, parce que de par sa pression. Et il veut un peu comme Jack Della Maddalena en fait. D'ailleurs, les deux, enfin, c'est pas un style exactement similaire, mais c'est comparable parce que les deux te mettent la pression pour créer des échanges parce qu'ils sont meilleurs dans les échanges. Mais donc, effectivement, qui dit créer les échanges et vouloir être absolument tout le temps en contact, notamment en anglaise, c'est que donc tu es aussi au contact de gens et donc tu en prends forcément, même malgré le fait qu'il est dans la matrice. Donc je suis d'accord sur le fait que ça me fasse flipper de ouf. On a vu déjà il avait eu des gros combats jusqu'à maintenant, alors que voilà, ça y est, il est même pas encore à son pic athlétique. Il va falloir attendre 5-6 piges avant qu'il y arrive. Au moins, même si je suis complètement d'accord, le seul avantage qu'on peut tirer de tout ça, c'est que il est, tu sais, testé en bataille. Ça y est, il a fait des guerres, on sait ce qu'il donne dans des guerres, et c'est ce qui probablement lui donne aussi cette sérénité dans les échanges. C'est justement qu'il a cette expérience des batailles rangées et des guerres de tranchées, et qu'il y est aussi à l'aise. Donc ça fait chier pour sa longévité. En plus, tu sais que quand je l'ai vu la première fois, je me dis, putain, il me fait un peu penser, tu sais, à Rodtang. En plus, le côté pression, en plus, le côté, tête bien carrée, tout ça. Et Rodtang, je ne sais pas comment il va finir. Ça me fait flipper de ouf. Et ce qui me ferait le plus flipper, c'est donc que, un peu comme Rodtang, à un moment donné, pour une raison X ou Y, tu sais, il utilise son menton un peu comme arme de défense aussi. Et alors ça, ce serait vraiment le pire qui pourrait lui arriver. Mais son style fait que je ne pense pas que ça arrivera. Trop. Affaire à suivre. Affaire à suivre en tout cas, mais nouvelle, solide pépite dans le top 15, peut-être bientôt dans le top 10. Les gars, ça se passe chez NutriPure. Bon bah voilà, j'ai le petit shaker, 10%, moins 10% avec. Bah oui. J'aurais bien voulu marquer, d'ailleurs il faudra qu'on refasse parce que moi je n'ai plus de barre NutriPure, j'ai déjà tous graillés. Ah il a...
Ouais. Je Regardez-moi. vais en garder une pour en faire la. Regardez-moi ce gourmand. Regardez-moi ce gourmand. Regardez-moi ce gourmand. Eh ben, c'est dispo sur NutriPure. Avec le code la sœur. Puis Holy Moly révolution dans les boissons énergisantes. On n'a rien du tout. On n'a rien. Si, en plus, je l'ai pris encore une fois pour aller à Nantes à la rue des Fadas, justement. Mais je l'ai pas là. Voilà, mais pas de soucis. Code la sœur 5 pour votre première commande. Moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sœur 10, moins 10%. Bye. Encore un con me payer